Pour que les femmes tuées par leur conjoint ne soient pas résumées à de froides statistiques, pour ne pas raconter uniquement le drame, les drames nombreux chaque année en France, 113 féminicides recensés l'an dernier par le collectif Nous Toutes et déjà 54 depuis le début du mois de janvier de cette année. Des chiffres alarmants et nécessaires à entendre évidemment, mais qui peuvent ces chiffres donner parfois l'impression que l'on oublie collectivement qu'il y a derrière ces statistiques des femmes, des vies, des histoires à raconter pour dire et rappeler qui elles étaient avant de disparaître. C'est le projet justement dont on va parler ce matin d'une écrivaine, Sarah Barouk, qui a entrepris de dresser le portrait de 125 femmes partout en France, dont 2 en Guyane, afin de raconter ces femmes en quelque sorte avant le féminicide. Sarah Barouk, bonjour. Bonjour Victor, merci de m'accueillir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Sarah Barouk. Nous n'avions pas eu le temps de vous recevoir en studio il y a quelques jours quand vous êtes venu en Guyane, d'où notre interview ce matin par téléphone. On va peut-être commencer en présentant un petit peu votre projet, le projet 125 et des milliers, c'est le nom du projet. Le travail n'est pas encore terminé, le livre devrait être publié l'année prochaine, le 8 mars 2023 chez HarperCollins. C'est quoi votre démarche exactement, Sarah Barouk? Ces 125 portraits de femmes tuées, déjà, comment est-ce que vous les avez choisis? Alors, déjà, ça a commencé parce que il y a 2 ans, j'ai dû fuir mon foyer avec mon petit bébé sous le bras. J'ai été recueillie par ma famille. Je suis retournée vivre chez mes parents. Et lorsque j'ai découvert un peu innocemment, parce que pendant des années, en fait, je regardais pas tellement les réseaux sociaux, cette façon de dénombrer les victimes, je me suis dit, mais en fait, si j'y étais restée, pour ma mère, ça aurait été une double peine que non seulement je sois plus là, mais en plus je sois considérée comme un chiffre. Et là, je me suis dit, moi, je suis écrivaine. Ce que je sais faire, c'est raconter des histoires. J'ai essayé de tracer un lien, ou en tout cas de donner une humanité et de montrer ce qui se passe derrière ces chiffres. Et derrière ces chiffres, ce sont des femmes qui avaient des projets, qui avaient des rêves, qui avaient une famille, qui avaient une histoire, en fait. Et c'est vrai que la tendance qu'on a, qu'ont les journalistes, et c'est normal, c'est ce qu'on attend d'eux, de retracer les faits. Finalement, ça n'aide pas tellement la prévention parce que personne ne s'identifie à un drame. Je veux dire, quand on lit que quelqu'un a été assassiné de 40 coups de couteau, on se dit jamais ça pourra m'arriver. C'est pas parce que mon chéri ou mon mari crie un peu trop souvent que ça arrivera. Sauf que les 3/4 du temps, les hommes qui commettent des crimes n'étaient pas comme ça avant. Et qu'ils perdent complètement la tête à un moment où ils sont poussés à bout, mais que jusque-là, ils n'avaient jamais été comme ça. Et donc, je me suis dit, en France, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi. Ça veut dire qu'il y en a 125 par an, en moyenne. Et donc, moi, je vais retrouver 125 victimes. Et là, ça a été le début d'un énorme travail. Qui a commencé il y a combien de temps d'ailleurs, Sarah Barouk, ce travail, vous l'avez entrepris? Quasiment au moment où je suis partie. Donc quasiment il y a 2 ans. D'accord. L'idée est venue quasiment automatiquement. Et j'ai commencé déjà à essayer de retrouver des listes et de retrouver des noms, de lire des articles, parce que souvent on donne le prénom dans la presse, mais pas toujours. Parfois c'est vraiment une femme, donc faut retrouver la famille de une femme. Et puis une femme qui a été assassinée, même si on a son nom et son nom de famille, elle n'a pas forcément le même que ses parents. Si elle a été mariée, pas forcément le même que sa sœur ou que son frère. Donc c'est extrêmement difficile de remonter les pistes. Et puis quand bien même je les retrouve, faut que je trouve les coordonnées. C'est pas parce que j'ai le nom que j'ai le contact. Une fois que j'ai les coordonnées, il faut que j'arrive à convaincre les familles. Donc si vous voulez, chaque portrait, pour moi, jusqu'au moment où je fais l'interview, c'est environ 12 heures de travail. Et c'est quoi finalement le plus dur dans toute cette démarche et tout le travail d'investigation dont vous venez de nous parler, ou bien de convaincre les familles de bien vouloir vous parler et de bien vouloir vous livrer les souvenirs qu'ils peuvent avoir de leur proche qui est disparu? Alors en général, finalement, les familles ont peur au départ parce qu'elles sont très traumatisées par des articles de presse qui ne disent pas exactement ce qu'elles avaient eu l'impression d'avoir dit en interview. Mais là, la démarche n'a rien à voir. Et finalement, toutes me remercient après coup parce qu'elles me disent mais en fait, ça faisait des années que j'avais pas parlé de façon positive, ou que j'avais pas tout simplement parlé de ma fille, de ma mère, de ma sœur, sans parler du drame. Ouais, vous donnez, c'est bien ça, un questionnaire aux familles des victimes pour recueillir non pas des informations sur les circonstances de la disparition, mais bien des éléments, des souvenirs des proches, c'est bien ça. Je veux savoir qui elles étaient, je veux savoir des anecdotes, je veux savoir c'était quoi leur passion, je veux savoir qui elles étaient en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est un individu singulier dans la vie? Alors pour la Guyane, j'ai eu de la chance parce que Maître Jérôme Gay, à qui j'ai
j'avais du mal évidemment à retrouver les familles de Mélissa et de Camilla, parce que tout simplement il y a une barrière de la langue, en tout cas pour Camilla. Voilà, je me permets juste de vous couper pour le dire et informer nos auditeurs. Hein. Voilà, vous faites 125 portraits et donc il y en a 2 en Guyane. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes venu en Guyane il y a quelques jours pour vous intéresser aux histoires de Mélissa Barthès et Camilla Marquez Pereira. La première, on s'en souvient, ça avait fait beaucoup de bruit en Guyane, est morte en 2019 et la deuxième c'était en 2006. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, Sarah Barouk, à vouloir vous intéresser à ces 2 histoires-là en particulier? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup à l'école, en métropole en tout cas, mais la Guyane, ça fait partie des territoires. Donc pour moi, c'était inimaginable de ne pas aborder la situation dans les territoires d'outre-mer. Et donc en Guyane. Donc j'ai fait pareil pour les Antilles, j'ai fait pareil pour la Réunion, pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai recherché des cas. Et puis ensuite, j'ai essayé de remonter la piste vers les avocats. Et là, j'ai eu un accueil extraordinaire de Maître Jérôme Gué qui m'a carrément invité en Guyane. C'était pas le projet à la base, hein, c'est bien ça. Au début, ça devait se passer à distance, mais il vous a conseillé de vous déplacer pour les rencontrer. En fait, moi, je préfère évidemment rencontrer les gens. Sachez que pour les 125, en fait, soit je fais une visioconférence, soit je me déplace, mais en gros, j'ai quasiment maintenant 120 enregistrements audio. Hein. Donc c'est peut-être qu'on en fera un podcast un jour, j'en sais rien. Mais ce sont à chaque fois 1 heure d'interview extrêmement bouleversante. Et donc là, Maître Jérôme Gué, en fait, je ne savais pas qu'il y avait à ce point de barrière de la langue. Et puis parfois, lorsqu'on interroge des familles, selon les générations, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le principe de la visio, etc. Donc là, Maître Jérôme Gué, qui connaissait quand même bien ses clients, m'a dit, écoutez, je pense vraiment que vous aurez un autre contact avec eux si vous les avez en face d'eux. L'avocat, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour pouvoir... ça dépend. Oui. Ça dépend. J'ai eu des fois où ça a été extrêmement positif, comme là. Et puis, quelques fois, au contraire, les avocats sont très méfiants et ils agissent au contraire comme un ralentisseur. Donc, voilà. Il y a eu les associations qui parfois m'ont mis en relation aussi avec certaines familles de victimes, pardon. Je tiens à préciser d'ailleurs que tous les bénéfices de l'éditeur sont reversés à l'UNFF, qui se charge d'accompagner les familles de féminicides. Ce qui est un vide abyssal administratif lorsque l'on perd quelqu'un. Parce que tout ça, je le raconte aussi dans le livre. Il n'y a pas que le drame en lui-même, il y a comment on vit après, quand on est un proche. Donc voilà, je vous dis, chaque portrait, en fait, entre le moment où j'essaye de retrouver la trace, etc., c'est environ 12 heures de travail. Il y en a 125. Sans tout dévoiler, bien évidemment, Sarah Barouk, qui elles étaient du coup, ces 2 femmes, Mélissa et Camilla, d'après ce que leurs proches ont pu vous confier quand vous êtes venus ici en Guyane? Eh bien, j'ai envie de dire que c'était à peu près pareil que l'immense majorité des femmes dont j'ai fait le portrait, et c'est très intéressant. C'est-à-dire? Parce qu'on est loin des stéréotypes. C'était des femmes fortes. C'était des femmes qui travaillaient, qui étaient indépendantes. Mélissa, par exemple, avait plus de moyens que son compagnon. Elle travaillait plus que lui. Elle avait de l'ambition. Elle avait du caractère. On n'est pas dans un stéréotype de femme soumise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est juste qu'à un moment donné, et Camilla, c'est le même genre. Camilla, elle était fédératrice dans sa famille. C'était elle qui permettait de rassembler 12 frères et sœurs qui avaient tendance à s'éloigner. Enfin, si vous voulez, c'était à chaque fois des femmes piliers qui avaient certes envie d'être aimées, mais qui n'étaient pas naïves. Simplement, le jour où elles annoncent une grande nouvelle, c'est-à-dire qu'elle soit enceinte et donc ça va bouleverser un état des lieux du couple, ou alors qu'elle décide de partir, eh bien là, ça réveille une violence terrible. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez vraiment, témoignage après témoignage, investigation après investigation? C'est simple, je vous dis, j'en suis quasiment à 110 témoignages pour être tout à fait précise. À chaque fois, c'est quand la femme annonce qu'elle s'en va ou qu'elle ne veut plus être avec son compagnon ou qu'elle a rencontré quelqu'un. En gros, que la rupture est officielle.
qu'elle se fait tuer. Est-ce qu'il y a aussi une dimension de sensibilisation dans votre projet, sensibiliser sur les féminicides, ou bien parce que d'autres personnes le font, d'autres associations, d'autres collectifs s'en occupent? Vous, votre objectif, il est ailleurs, ce n'est pas de la sensibilisation? Alors, bon, moi déjà, il y a une part de moi qui avait probablement quelque chose à me prouver et un deuil à faire. Enfin, à titre personnel, ce projet est essentiel, et pour moi, pour ma fille, pour mes proches. Et bien sûr que si, il y a de la sensibilisation. Sauf que j'essaye de le faire à ma façon. C'est-à-dire que moi, je ne sais que parler de l'humain. Je ne sais que aller dans le sensible. Moi, les statistiques, ça m'a jamais parlé. Moi, quand on me dit il y a 125 morts, je vois pas ce que c'est en fait. Je sais pas ce que c'est. Petite mais importante précision d'ailleurs, hein. Vous n'êtes pas seul dans ce projet, vous avez demandé, puisqu'on parle de chiffres, à 125 femmes, 125 personnalités françaises, des actrices, des écrivaines, des journalistes, des femmes d'affaires, d'écrire chacune un portrait. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que vous avez demandé comme ça à autant de monde de vous aider et de participer à la rédaction? Voilà. L'idée, c'est d'avoir 125 ambassadrices de 125 victimes. Je me suis dit, en fait, j'ai essayé de faire preuve d'humilité. Je me suis dit, moi, voilà, j'ai écrit des romans qui ont pas mal marché. Quand les fans de littérature, il y en a beaucoup qui me connaissent, mais le grand public ne me connaît pas. Et moi, je veux que ce livre, en fait, on puisse le tendre à n'importe qui ne prend pas ce sujet au sérieux et dire, tu sais pas ce que c'est un antéminicide. Un antéminicide, c'est tout ça. C'est tous ces gens. C'est ces 125 et les milliers qu'il y a autour d'elle. Que ce soit concret, si vous voulez, qu'un objet. Et je me suis dit, si je veux que ça ait de l'impact, il va falloir que ce soit soutenu. Donc la seule façon que j'ai, c'est de m'entourer. Et là, je me suis dit, en fait, c'est très simple. Je vais demander à des femmes qui sont plus connues que moi, qui sont plus reconnues que moi, de m'aider. Donc je recueille tous les témoignages et ensuite je confie les enregistrements aux 125 rédactrices. Et pour les 2 portraits guyanais, pour Mélissa et pour Camilla, vous savez déjà qui va les écrire? Oui. D'accord. Tout à fait. Ça devrait vous plaire. Alors vous dites que vous souhaitez, je vais vous citer, vous souhaitez des textes doux, émouvants, vrais, humains, bienveillants et vivants. L'idée, c'est quoi? De casser en quelque sorte l'image notamment médiatique et judiciaire qui est relayée lorsque ces morts arrivent au moment et quelques jours, quelques semaines après le drame. Tout le monde connaît par exemple ici en Guyane les noms de Mélissa et de Camilla, mais presque que comme des victimes, des visages de disparus qu'on a l'habitude de voir sur des articles, pas de femmes qui ont existé en quelque sorte. Ah bah évidemment, hein, si je vous dis que Camilla tous les matins c'était elle qui préparait le café pour toute la famille, ça vous explique un peu l'attention qu'elle portait aux autres. Elle se réveillait à 5h du matin pour aller au travail, mais elle faisait quand même le café pour toute la famille et pour sa mère qui avait bossé toute sa vie. Ça vous dit quelque chose d'elle. Moi, c'est ce que j'ai promis aux familles, de raconter qui était leur fille. On arrête justement de les voir que comme la fille qui s'est prise un coup de couteau ou qui s'est fait égorger. Parce que c'est une image insupportable pour les familles. Imaginez, vous perdez votre enfant et puis toute votre vie, ensuite on vous rappelle, mais vraiment, t'avais jamais rien vu, mais égorgé, c'est ça? Enfin, c'est horrible en fait. On vous replonge sans arrêt dans le drame. Alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est qu'on se souvienne de votre enfant pour qui il était. Mais du coup, est-ce qu'il reste encore... Excusez-moi de vous couper, est-ce qu'il reste encore lorsqu'on est le proche, le père, la mère, le frère, la sœur d'une femme qui a été tuée, est-ce qu'il reste encore des belles choses à l'intérieur de soi? D'après ce que vous avez pu entendre, je vous pose la question pour savoir dans quelle mesure c'est difficile quand on est comme vous, une écrivaine du coup qui vient de l'extérieur de la famille, qui s'intéresse à ces histoires. Est-ce que c'est difficile d'accéder à tous ces souvenirs qui précèdent le meurtre? Alors écoutez, moi après... ce qui a été convenu avec les associations, avec tout le monde et avec les familles, que j'ai chacune, à qui j'explique le projet, enfin c'est extrêmement long. Elles me disent, je le fais que si c'est vous qui m'interrogez. Mais parce que je suis aussi passée par là, parce que c'est mon métier et que je connais ce projet, je sais pourquoi et je le fais. Et c'est assez incroyable ce que je vais vous raconter, c'est que quand je fais les visios ou les rencontres, comme je sais qu'après je vais confier tout ça à une personnalité, j'ai besoin de resituer. Donc je pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le-moi avec vos mots en une phrase, où vous étiez à ce moment-là, parce qu'on se souvient toujours de où on est, ce qu'on était en train de faire quand on apprend une nouvelle terrible. Et ensuite, je passe au portrait. Eh bien,
c'est incroyable comme le visage des proches change entre ces 3 questions. Tout d'un coup. Et d'un coup. C'est-à-dire que quand vous demandez à une maman qui a perdu sa fille de me dire c'était quoi sa qualité préférée, sa qualité que vous préfériez, quand vous repensez à elle, quelle anecdote vous revient tout de suite? Mais tout de suite, vous replongez les gens dans un souvenir réconfortant, dans un souvenir où leur proche était heureux, en fait, où il était lui-même, pas où il a fini dans la souffrance. Et c'est réconfortant de se dire que si, la fin a été tragique, mais avant cette fin, il y a eu du joli. Les statistiques ont besoin d'émotions, d'être personnalisées pour avoir un sens, on l'a bien compris. Merci beaucoup Sarah Barouk d'avoir été avec nous ce matin. Le projet, ça s'appelle 125 et des milliers et devrait être publié dans un petit peu moins d'un an, le 8 mars prochain chez HarperCollins. Vous reviendrez en Guyane, Sarah Barouk? J'espère bien, ouais. Pour en parler et puis pour peut-être faire de la prévention aussi et voilà, et essayer peut-être, j'ai une idée de suite à tout ça, un peu positive, on verra, mais a priori, s'il n'y a pas d'incendie chez l'éditeur, il doit sortir le 8 mars prochain, le jour où l'on parle des droits des femmes. Au plaisir de vous recevoir à nouveau et en présentiel, comme on dit. Merci beaucoup, merci encore Sarah Barouk d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Radio Pays.